Au milieu de la tension tourbillonnante, ces deux mots simples, sortez, traversent l'air, me laissant complètement abasourdi. La source de cet ordre n'était autre que la femme de mon fils aîné. Les échos d'une expulsion similaire à laquelle j'avais dû faire face en quittant la maison de mes parents, il y a de nombreuses années, résonnaient dans mon esprit. J'ai ressenti une soudaine colère à l'idée d'être chassé d'une autre maison. Résolu, j'ai déclaré, eh bien, je vais partir, ma voix tremblant d'un mélange d'indignation et de tristesse. Avec détermination, j'ai commencé à rassembler mes affaires, me jurant silencieusement que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase d'une longue série de griefs. Je me suis juré de ne jamais pardonner cet affront à la femme de mon fils aîné. Alors que je préparais mes affaires, j'ai réalisé qu'il était temps de mettre mon plan à exécution. Jessica, ma belle-fille, m'avait poussé dans mes retranchements et je ne pouvais pas laisser son comportement sans réponse. Mais avant de plonger dans le présent, permettez-moi de me présenter. Je suis Sandra Clark, sur le point d'avoir 61 ans cette année. Bien qu'étant techniquement à la retraite, je me considère chanceuse de pouvoir encore travailler, même si ce n'est pas dans le sens traditionnel du terme. Aujourd'hui, je travaille principalement depuis le confort de mon domicile, me rendant occasionnellement au bureau pour des réunions. Le paysage du travail moderne a évolué et le travail à distance est désormais la norme. Mon fils aîné semble toutefois avoir des idées fausses sur ma vie actuelle. À ses yeux, je ne travaille plus et je ne fais que résider chez lui. Je suis devenue veuve à la quarantaine et, pour l'essentiel, j'ai mené une vie financièrement sur point. Le montant de l'assurance versée par mon défunt mari n'a pratiquement pas été touché. Ce qui garantit que mes dernières années seront exemptes de soucis financiers. Si j'ai l'impression de mener une vie insouciante, je n'en ai pas moins des inquiétudes. Et la principale d'entre elles est la femme de mon fils aîné, Jessica. Elle possède une forte personnalité et se trouve souvent en désaccord avec moi. Cela ne date pas d'hier. Cela a commencé lorsqu'elle est venue pour la première fois annoncer leur mariage imminent. Je n'oublierai jamais l'audace dont elle a fait preuve en se présentant en survêtement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle prétendait vouloir que je la voie sans prétention, mais je ne pouvais m'empêcher d'y voir un manquement au bon sens et à la bienséance, pour ne pas dire plus. Son comportement frise souvent l'absurde, et son assurance inébranlable ainsi que ses arguments bien articulés ne font que compliquer les choses. Je me suis souvent demandé pourquoi mon fils aîné l'avait choisi comme partenaire de vie, et j'ai appris plus tard que c'était Jessica qui l'avait approché. Malgré ses excentricités, sa beauté était indéniable, et il semblait que mon fils, quelque peu renfermé, était complètement épris d'elle. Même après leur mariage, le comportement de Jessica est resté le même. Elle n'était pas du genre à faire des erreurs, mais elle semblait aussi ne pas comprendre les normes sociales. J'avais beau vouloir m'opposer à leur mariage, je me suis retenue, persuadée que c'était ce que mon fils désirait vraiment. Malheureusement, les conséquences de ma décision se sont manifestées sous mes yeux. Étonnamment, mon fils tenait absolument à ce que nous vivions tous ensemble dans la maison familiale après le mariage. Je m'attendais à ce que Jessica s'oppose à cet arrangement, mais à ma grande surprise, elle y était favorable. Et elle n'a pas fallu longtemps pour que les raisons de sa préférence deviennent claires. Depuis que nous vivons ensemble, Jessica semble avoir complètement abandonné ses responsabilités en ce qui concerne les tâches ménagères, me laissant porter tout le fardeau. Du ménage à la lessive en passant par la préparation des repas, elle me confiait toutes ses tâches. Ce qui me déconcertait encore plus, c'est qu'elle était une femme au foyer à plein temps qui avait volontairement quitté son emploi au moment de notre mariage. Bien que je n'ai pas à me rendre quotidiennement au travail, j'avais toujours un emploi à distance qui me prenait une grande partie de mon temps, ce qui me laissait encore moins de temps libre qu'elle. Alors que je m'appliquais à faire face à l'écran de mon ordinateur pour assumer mes responsabilités professionnelles, Jessica faisait souvent des commentaires dépréciatifs, insinuant que je ne faisais que m'amuser. Au début, je me moquais de ses remarques en riant, estimant qu'il était trop pénible d'engager une discussion à chaque fois. Cependant, au fil du temps, il est devenu de plus en plus pénible d'endurer son dénigrement constant. Un jour, incapable de supporter plus longtemps le déséquilibre de nos tâches ménagères,
J'ai décidé d'adresser une simple requête à Jessica. J'ai demandé à Jessica si elle pouvait donner un coup de main pour le ménage, étant donné qu'elle semblait avoir beaucoup de temps libre. À ce moment-là, elle était plongée dans un feuilleton télévisé et sa réaction fut loin d'être positive. Avec une expression profondément dégoûtée, elle soupira dramatiquement et répliqua. Si je ne m'occupe pas des tâches ménagères, c'est pour ton bien, mon cher. Pourquoi ne comprends-tu pas? Il est décourageant que tu puisses apprécier ma prévenance. Dans une logique assez particulière, elle a justifié son refus de participer aux tâches ménagères en affirmant que cela me priverait de mon seul emploi. Selon elle, cela me conduirait à un mode de vie sédentaire, ce qui serait malsain. En outre, elle s'est inquiétée du développement potentiel de la démence en raison d'un manque de stimulation mentale. En d'autres termes, Jessica pensait que me laisser m'occuper de toutes les tâches ménagères était en quelque sorte dans mon intérêt. Son raisonnement frise l'absurde et je ne peux m'empêcher de secouer la tête en signe d'incrédulité. Pour tenter de détendre l'atmosphère, je lui ai rappelé que nous avions décidé de vivre ensemble pour que tu t'assures que je ne me relâche pas. Sa réponse, accompagnée d'un demi-sourire, m'a laissé sans voix et déconcerté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regretter profondément notre décision de cohabiter. Chaque jour ressemblait à un calvaire, car je me retrouvais à effectuer des tâches ménagères sous l'œil attentif de Jessica. Frustrée et sentant que j'étais à bout, j'ai décidé de me confier à mon fils aîné. Mon intention n'était pas de me plaindre de Jessica, mais de trouver une solution à ma situation difficile. Je lui ai expliqué les difficultés de vivre dans notre maison actuelle, qui était vieille et criblée de différences de niveau. Mon âge et ma condition physique avaient fait des ravages, ce qui m'avait valu une blessure au dos l'année précédente. Ces difficultés me rendaient la vie quotidienne de plus en plus ardue. À la suite de notre conversation, j'ai pris la décision de déménager dans un appartement. J'avais l'impression que c'était Jessica qui m'avait poussé à faire ce choix, même si je ne regrettais pas d'être partie. Le nouvel appartement que j'ai obtenu était une location, bien que j'ai d'abord pensé qu'il serait trop spacieux pour que je puisse y vivre seule. J'ai veillé à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que mes petits-enfants puissent y séjourner à l'avenir. J'ai même fait personnaliser l'intérieur à mon goût, et mon château personnel était enfin achevé. Cependant, ma joie a été de courte durée, car Jessica a commencé à venir dans le nouvel appartement tous les jours. Jusque tard dans la soirée. Elle s'est installée sur le canapé du salon, a regardé autour d'elle et a commenté, « Le nouvel appartement est vraiment bien, n'est-ce pas, maman? Il est peut-être trop grand pour toi seule. Pourquoi ne reviens-tu pas dans ton ancienne maison pour t'occuper des tâches ménagères? C'est pour ta santé et ta longévité, tu sais. » Le comportement de Jessica était devenu incroyablement frustrant. Elle insistait pour que je retourne dans notre ancienne maison pour m'occuper des tâches ménagères pendant la journée, et son égocentrisme avait de quoi donner le vertige à n'importe qui. J'avais déjà déménagé de cette maison, et il était temps qu'elle prenne le relais en tant qu'épouse et qu'elle s'occupe des responsabilités ménagères. Après tout, c'est moi qui m'occupais de toutes les tâches ménagères dans mon nouvel appartement. Et mes examens annuels donnaient toujours de bons résultats. Jessica n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Cependant, lorsque j'ai confronté Jessica à ce sujet, elle a simplement détourné la tête, comme si elle faisait semblant de ne pas entendre mes paroles. C'était sa stratégie habituelle d'ignorer tout ce qui la dérangeait. Pourtant, même après cette confrontation, Jessica a continué à visiter mon appartement régulièrement. L'autre jour, elle a mentionné avec désinvolture que retourner à l'ancienne maison était trop compliqué, et elle a fini par y passer la nuit. Et la maison de mes parents et mon appartement étaient commodément situés à 15 minutes de marche l'un de l'autre, et c'est mon fils aîné qui m'avait suggéré de vivre près de la maison de mes parents. Et elle s'inquiétait pour moi et pensait qu'il serait préférable que je sois plus proche d'eux. Si son inquiétude m'a touchée, elle m'a aussi rendu un peu triste de quitter la maison où j'avais passé tant d'années. Un jour, alors que j'étais sortie pour une rare sortie professionnelle et que je rentrais le soir, j'ai eu une surprise. À mon grand désarroi, Jessica s'était introduite dans mon appartement en utilisant le double de la clé que j'avais donnée à mon fils sans me prévenir. Elle s'est allongée sur le sol devant la télévision, sans même prendre la peine de se lever, et m'a dit « Je reviendrai avec plaisir ».
J'ai été surpris et je me suis senti mal à l'aise de savoir qu'elle avait été dans mon appartement pendant mon absence. Je lui ai certainement dit, Jessica, que ce double des clés est destiné à être utilisé en cas d'urgence, pas pour que tu t'introduises en mon absence. C'était la première fois que je m'affirmais fermement avec elle. Elle a semblé surprise, car d'habitude j'oubliais vite ma colère, mais cette fois j'ai tenu bon. Et sa réponse n'a pas été des plus agréables. Elle m'a crié, tu es vraiment une belle-mère avare. Je ne peux pas supporter cela chez vous. Et je ne supporte rien de vous, pas même cet appartement. Nous sommes une famille, alors tu devrais partir. Elle a essayé de me pousser vers la porte d'entrée. Il était clair que Jessica ne supportait pas l'idée que je vive dans cet appartement. Elle était contrariée par le fait que sa famille vivait dans la vieille maison qui occupait cet endroit. Selon elle, il était injuste que le loyer de cet appartement soit payé par mon fils James. Elle pensait qu'il ne serait pas étrange pour nous, en tant que famille, de vivre ici. Dans son esprit, il s'agissait de vivre selon nos moyens. Le point de vue de Jessica m'a aidé à comprendre pourquoi elle se présentait constamment à mon appartement. Elle pensait que cet appartement aurait dû être un lieu de vie pour sa famille, et elle n'hésitait pas à exprimer son mécontentement. Finalement, j'ai décidé de me plier à ses exigences. D'accord, je m'en vais. Ai-je rétorqué en la fixant du regard. J'ai promis de déménager mes affaires dans les 3 jours. Jessica, toujours sceptique, a exigé que j'appelle l'entreprise de déménagement devant elle. Je n'ai pas perdu un instant et j'ai immédiatement appelé un service de déménagement depuis mon smartphone, en leur fixant un rendez-vous dans 2 jours. Lorsque Jessica est partie, satisfaite de la solution trouvée, j'ai regardé sa silhouette se retirer et j'ai commencé à formuler un plan pour ma nouvelle vie dans un appartement réservé aux personnes âgées. Il était temps de prendre un nouveau départ et de retrouver un cadre de vie paisible. Après mûre réflexion, j'ai pris la décision de m'embarquer pour un essai de 2 semaines en vue d'un changement important dans ma vie. Cela impliquait la tâche plutôt troublante de remettre à Jessica les clés de mon cher appartement et les documents du bail qui l'accompagnaient. Tout cela dans l'espoir d'initier une modification contractuelle par la médiation de notre fidèle agent immobilier, qui transmettrait finalement notre demande au propriétaire. Heureusement, mes relations avec le propriétaire remontaient à de nombreuses années, et cette relation de longue date s'est avérée être le phare de la flexibilité et de la compréhension que j'espérais pendant cette période tumultueuse. Leur volonté d'accepter les changements que nous demandions d'une manière si agréable a été pour le moins un immense soulagement pour moi. Cependant, mon fils aîné, dont les émotions étaient à fleur de peau et la patience à fleur de peau, n'était pas aussi satisfait de cette évolution. En fait, il était furieux contre Jessica pour ce qu'il percevait comme le fait qu'elle m'ait mis à la porte de notre appartement bien d'aimé. Et la tension dans leur relation avait atteint un point tel qu'il envisageait sérieusement le divorce. Curieusement, Jessica ne semblait pas perturbée par ses troubles intérieurs, affichant un niveau surprenant d'indifférence. Au contraire, elle semblait avoir adopté l'idée de vivre seule dans notre appartement et déclarait hardiment qu'elle souhaitait que nous vivions séparément. Je n'ai pu m'empêcher de m'émerveiller de son audace face à une situation aussi complexe et émotionnelle. Cependant, ce que Jessica ne savait pas, c'est que dans 5 jours à peine, elle serait confrontée à la vérité, et que cela changerait tout. Alors que je poursuivais mon travail à distance, mon téléphone s'est mis à sonner sans cesse. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Jessica, et j'attendais ce moment avec impatience. J'avais préparé un enregistreur pour documenter la conversation imminente. Calmement, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et j'ai répondu à l'appel. Excusez-moi, mère, dit la voix de Jessica. C'est quoi le problème avec le loyer de cet appartement? Pourquoi dois-je le payer? Ce n'est pas normal. Les mots de Jessica ont déclenché une tirade incessante, et il était évident qu'elle était complètement déstabilisée. J'ai décidé de garder mon sang-froid et de répondre délibérément. Oh, mais Jessica, n'es-tu pas l'actuelle titulaire du bail? Il est normal que vous payiez. Il y a un problème? Mon ton était calculé, destiné à provoquer et à agacer davantage Jessica. Mais James ne payait-il pas le loyer ici? Nous ne sommes même pas encore divorcés, alors James ne devrait-il pas le payer?
Rétorque-t-elle. À ce stade, il était clair que Jessica essayait désespérément de faire porter la responsabilité financière sur les épaules de mon fils aîné. En réalité, mon fils n'a jamais contribué au loyer. En fait, je l'avais discrètement soutenu financièrement depuis le début. Même après avoir pris ma retraite, j'ai continué à travailler comme consultant pour la même entreprise et j'ai gagné un salaire substantiel. En outre, j'avais accepté des rôles de conseiller dans le secteur, offrant mon expertise et gagnant un revenu respectable sur la base de ma réputation bien établie. On peut dire que mes revenus dépassaient de loin ceux de mon fils aîné. Alors que j'avais gardé le secret sur mon soutien financier, il était temps que la vérité éclate au grand jour. Alors, Jessica, c'est un malentendu de ta part, ai-je expliqué calmement. Et la révélation a laissé Jessica dans un état de choc, ses grands projets de vie indépendante dans notre nouvel appartement s'effondrant sous ses yeux. Elle a réussi à prononcer quelques mots de plus avant de mettre fin à l'appel. J'ai immédiatement contacté mon fils aîné et lui ai permis d'écouter l'enregistrement de la conversation. Son épuisement à rembourser les dettes croissantes de Jessica était palpable, et je comprenais le fardeau qu'il portait. En tant que parent, il était naturel que je tende la main, même si les autres me trouvaient trop indulgent. Mon fils a répondu doucement, « Je vais divorcer. Moi aussi, je suis fatigué. » Et avec cet aveu, notre voyage pour aborder ce chapitre difficile de notre vie a commencé sérieusement, nourri par un nouveau sens de la résolution et de l'unité. Je me suis assise avec mon fils, lui ai fait part de mon plan complexe et lui ai donné une série d'instructions détaillées. Il était crucial qu'il suive ces étapes à la lettre, et j'avais besoin qu'il comprenne la gravité de la situation. Ma première demande était qu'il prenne un congé d'environ 3 jours à partir d'aujourd'hui. Ce serait la phase initiale de notre stratégie soigneusement orchestrée. D'un ton feutré et d'un regard sévère, je lui ai demandé d'exécuter l'aspect le plus crucial du plan, à savoir le retrait discret de ses affaires essentielles de la maison. Il était impératif qu'il accomplisse cette tâche sans alerter Jessica, sa future ex-femme, de nos intentions. J'ai insisté sur l'importance de faire passer cette opération inaperçue, en veillant à ce qu'aucun gros camion de déménagement ou activité suspecte n'attire son attention, ce qui pourrait entraîner des complications. Mes instructions comprenaient également un calendrier précis. J'ai conseillé à mon fils de déplacer progressivement ses biens à la tombée de la nuit. La destination de ces objets cruciaux a été soigneusement choisie, une maison unifamiliale cachée à l'insu de Jessica. J'avais ratissé large pour trouver cet endroit discret qui lui servirait de dernière demeure. Notre plan était conçu pour se dérouler discrètement, dans le plus grand secret, chaque étape étant exécutée méticuleusement afin de minimiser les éventuels contretemps ou interruptions. 3 jours plus tard, nous allions mettre notre stratégie à l'épreuve. Comme prévu, le téléphone a sonné une fois de plus et le nom de Jessica est apparu sur l'afficheur. Cette fois, sa voix était chargée d'un sentiment d'urgence et d'agitation encore plus grand. Curieusement, je l'ai accueilli en gardant un ton volontairement détendu et posé. Mais il était clair que Jessica était au bord de la panique. Sa détresse était palpable et ses mots sortaient en trombe. « Maman, notre maison est en vente et j'ai reçu un appel de mes parents. Ils m'ont informé que mes affaires sont arrivées chez eux. Qu'est-ce que cela signifie ? Il est apparu que mon fils aîné avait suivi mes instructions à la lettre. Il avait transféré les affaires de Jessica chez ses parents et mis en vente la maison qu'il partageait, la laissant vide. Le propriétaire avait rapidement lancé un ultimatum, déclarant que si le loyer restait impayé, Jessica devrait quitter les lieux. La situation s'était rapidement envenimée et Jessica était maintenant dans un état proche de l'hystérie. Avec un sentiment de finalité dans ma voix, j'ai répondu, « Jessica. Il y a quelques points que je voudrais corriger. » Le moment était venu de répondre à toutes les frustrations et à tous les griefs qui s'étaient accumulés au fil du temps. Tout d'abord, je ne suis plus ta belle-mère, ai-je affirmé avec fermeté. Hier, James a demandé le divorce. Tu as signé les papiers, n'est-ce pas? Le divorce a été long à venir, surtout à cause de l'habitude de Jessica d'utiliser le divorce comme une arme pour manipuler mon fils aîné. J'ai expliqué que mon fils avait signé les papiers du divorce et les avait officiellement déposés au bureau de la ville.
C'était une démarche audacieuse compte tenu de l'amour profond qu'il portait à Jessica lors de leur premier mariage. Cependant, il s'était rendu compte que sa menace constante de divorce était une habitude malsaine, qui ne lui laissait pas d'autre choix. Les papiers du divorce ont été officiellement acceptés. J'ai ajouté, en insistant sur le caractère irrévocable de la situation. Vous avez toujours dit à James que vous pouviez divorcer à tout moment. N'es-tu pas satisfaite maintenant que les choses se sont passées comme tu le souhaitais? Ma voix était calme, mais la tension était palpable. À l'autre bout du fil, Jessica semblait retenir son souffle, cherchant les mots pour répondre. La frustration devait couler dans ses veines car elle n'arrivait pas à articuler une réplique. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer une réelle inquiétude quant à ses perspectives après le divorce. J'ai souligné les défis pratiques auxquels elle serait confrontée, notamment sa situation financière et les coûts liés au déménagement. Comment avez-vous réussi à payer cette somme? Ai-je demandé, sincèrement surpris. La frustration de Jessica n'était plus dissimulée. Elle s'est transformée en une tirade de colère et d'injures à mon égard. À ce moment-là, il était clair que notre plan soigneusement orchestré s'était déroulé exactement comme prévu. Bien que les répercussions se produisaient d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Elle a parlé de son union avec mon fils d'une manière tout à fait déconcertante. Selon elle, ce mariage était la conséquence de l'héritage de son défunt mari, dont elle affirmait qu'il était désormais sous sa responsabilité. D'un ton qui perçait l'air, elle déclarait avec véhémence qu'elle n'était pas en mesure de prélever le moindre centime sur cette nouvelle richesse. C'était comme si elle avait été liée par une camisole de force financière invisible. Le cri angoissé qui s'ensuivit contrasta fortement avec sa chute précédente. Ses griefs s'expriment librement tandis qu'elle se lamente sur la tournure malheureuse des événements. Il était évident que ses liens matrimoniaux avaient été forgés sous le poids de dettes insurmontables. J'ai choisi de ne pas intervenir, permettant à mon fils d'écouter cet échange, comprenant qu'il pourrait servir de preuve précieuse en cas de divorce futur. Alors que la tirade de Jessica se poursuivait, j'ai patiemment attendu qu'elle se termine, une tâche qui demandait beaucoup d'endurance. Pendant environ un quart d'heure, elle a fulminé sans relâche, ses mots ressemblant à une tempête de frustration et de mécontentement. Puis quelque chose a changé, le ton de sa voix s'est adouci et la colère qui l'avait envahie a fait place à des appels désespérés. Elle s'est confiée à moi, révélant sa déconnexion de sa propre famille, qu'il avait reniée en raison de ses dépenses prodigues et de ses habitudes de consommation. Les larmes aux yeux, elle m'a supplié de l'aider, sa voix tremblant de vulnérabilité. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la sympathie pour elle, bien que je sois resté fermement décidé à considérer sa situation difficile comme la conséquence de ses actes. Les excuses et les regrets, semblait-il, n'avaient plus beaucoup d'influence sur notre relation. Nous étions, après tout, des étrangers. Et il n'y avait plus grand-chose à dire. Avec un adieu sec, j'ai mis fin à la conversation, poussant enfin un soupir de soulagement. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Mon fils aîné m'a informé plus tard que Jessica avait provoqué une scène sur son lieu de travail, ce qui avait entraîné l'intervention des forces de l'ordre. De retour à la maison, il a découvert qu'elle avait été enfermée de force à l'extérieur de l'appartement qu'il partageait, le propriétaire ayant changé les serrures pendant son absence. Il semble qu'elle ait tenté de nous joindre, mais nous avions préventivement déconnecté nos téléphones et changé nos numéros. Le désespoir de Jessica a dû être palpable lorsqu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de communiquer avec nous. Elle n'a eu d'autre choix que de se tourner vers sa famille, dont elle était séparée, pour obtenir de l'aide. Cependant, son retour à la maison a été accueilli froidement, car sa famille avait laissé ses affaires, que je leur avais envoyées, exposées aux éléments dans l'arrière-cour. Pour ne rien arranger, le loyer impayé de son appartement avait été facturé à ses parents, ce qui n'a fait qu'attiser leur colère. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Jessica avait trouvé refuge dans un appartement fourni par une organisation d'aide aux sans-abri. Le changement radical de sa situation est devenu évident lorsque je l'ai croisée dans la rue. Ses cheveux, autrefois éclatants, étaient devenus d'un blanc fantomatique et sa peau avait perdu de son éclat, ce qui témoignait du stress qu'elle avait subi. En observant sa transformation, je me suis rendu compte à quel point les conditions de vie pouvaient avoir un impact sur le bien-être d'une personne.
C'était un rappel brutal des conséquences des choix d'une personne. Quant à moi, je m'étais installé dans une nouvelle vie et dans une maison achetée avec l'héritage de mon défunt mari. Il s'agissait d'un duplex, ce qui permettait à mon fils de se remarier s'il le souhaitait. Nous partagions les repas, mais pour le reste, il gérait ses affaires de manière indépendante. L'argent de la vente de la maison de mes parents a été soigneusement conservé pour des besoins futurs, réservé à mon fils et à sa future épouse, et bien sûr, à ses futurs petits-enfants. Dans la tranquillité de ma nouvelle demeure, j'ai cultivé un jardin anglais, un rêve de longue date. Les jours où le travail n'exigeait pas mon attention, je m'occupais des arbres et des herbes, trouvant dans leur croissance un réconfort et une raison d'être. Cette nouvelle vie, pleine d'espoir, était devenue ma routine quotidienne, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la possibilité de renouveau.